212 000 sinistrés, exactement, c'est le chiffre qui a été donné par le gouvernement du Cameroun concernant ces inondations qui frappent la région de l'Eskrem Nord et le département du Maniou-Dania. Plus précisément, il faut dire qu'après, bien évidemment, quelques attentes du côté donc de ces sinistrés qui, depuis, il faut le dire, quelques années, ont déjà l'habitude d'avoir ces phénomènes climatiques naturels du côté donc de l'extrême nord du Cameroun, battre le plein et surtout les voir être frappés parfois de déplacements. Après donc quelques semaines d'attente ou quelques jours d'attente, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a fait une descente sur le terrain pour donner ce qu'on a appelé du côté de Yaoundé le coup de cœur du chef de l'État Paul Biya. Il faut dire que ces derniers ont donc reçu avec grande joie cette manne qui venait effectivement du couple présidentiel. Un phénomène qui, pour certains climatologues, vient donc d'un phénomène naturel qui sont dus au changement climatique. D'autres encore posent la question et s'interrogent sur la prévention, les mesures préventives qui peuvent être prises pour que ce qui se fait et ce qui se voit toutes les années du côté donc de cette région de l'extrême nord ne soit plus vu. Mesdames et messieurs, nous allons parler dans cette édition de Face à vous, bien évidemment, de ces inondations pour voir si cette manne du couple présidentiel est suffisante. Nous parlons bien évidemment aussi de ce lockdown du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça fait exactement 10 jours que les terroristes ambazouniens ont donc mené un mot d'ordre de lockdown de ce côté. Un mot d'ordre qui a fait en sorte que la rentrée scolaire qui devait être lancée le 9 septembre est une certaine 9 septembre donc 2024 un certain ralenti dans ces deux régions du Cameroun. Comment faire pour sauver l'école dans ces régions du Cameroun? Comment faire en sorte que l'éducation, qui est effectivement la pièce maîtresse du développement, puisse être sauvée dans ces régions? On se questionnera bien évidemment dessus dans cette édition de Face à vous. Face à vous, vous le savez déjà, c'est tous les mardis dès 20h30, votre émission, votre magazine de débat et d'échange qui vous permet d'avoir un certain éclairage sur l'actualité du Cameroun, qui vous permet bien évidemment d'avoir l'œil des experts. Et parlant effectivement de cela, experts et autres hommes politiques, je vous propose de faire un petit break de quelques secondes et on vous revient pour vous présenter ceux qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'était un habitué à la maison, à Dash Media, mais ça fait quelques mois, on ne le voyait plus par ici. Il est avocat au barreau du Cameroun et en même temps aussi un ancien, je ne vais pas dire ancien homme politique ou membre de la société civile actuellement. C'est vrai qu'on n'avait plus de ces nouvelles, mais il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Maître Georgie Massy qui nous fait honneur de sa présence en ce mardi soir. Bonsoir, maître. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash TV. C'est avec un plaisir renouvelé que je suis devant vous aujourd'hui pour débattre sur les thématiques qui nous sont proposées par le plateau. Donc, c'est un plaisir pour moi. J'ai eu une difficulté tout à l'heure à vous présenter, maître. Vous restez simplement avocat ou alors... Non, je suis avocat. Je suis avocat. J'ai ma fonction, ma profession, et je suis aussi membre du PCRN, un des conseils juridiques du PCRN. Donc, je suis toujours un homme politique. La politique est dans mon sang, tout comme la profession d'avocat aussi. Parce que voyez-vous, je pense que nous devons tous faire la politique, ou du moins avoir un regard politique sur le fondement de notre société. Parce que comme disait un célèbre homme politique, celui qui ne fait pas la politique le fait. En tout cas, il fallait qu'on ait effectivement cette précision, donc nouvellement militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un bon bout de temps quand même, Bon, 3-4 ans par là. Ça fait aussi longtemps que vous n'étiez pas passé par ici. C'est toujours bon d'avoir les dernières nouvelles de nos invités, Maître Massy. Merci d'être avec nous ce soir. Et on va donc aussi avoir un gars qui fait une première ce soir. C'est Apollinaire Ngassa. Il est président du syndicat des libraires et des on dit quoi, responsable des papetiers, exactement, du Cameroun. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Apollinaire Ngassa. Bonsoir à tous, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir à tous les libraires du Cameroun, bonsoir aux parents d'élèves qui sont nos potentiels clients.
C'est quoi le syndicat exactement? Le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Et attendez, apparemment, vous avez plusieurs syndicats dans ce domaine ou vous êtes les seuls? C'est le seul syndicat pour le moment. En tout cas, on parlera tout à l'heure de cette pénurie. En cette rentrée, on verra effectivement avec vous si ça s'est arrangé entre-temps. Lui, il nous fait l'honneur d'être sur Face à vous. Hein. Ce n'est pas sa première en Face à vous. Il était déjà en autre temps. Il nous fait l'honneur de revenir ce soir. Alex Gustave Azébazé, journaliste et surtout membre de la société civile. Bonsoir, Alex Gustave Azébazé. Bonsoir, mon cher. Bonsoir à tous tes invités. Bonsoir surtout aux téléspectateurs de ce média, où je me suis retrouvé, je crois, il y a un peu plus de 8 mois. C'est à une émission de dimanche. Je crois que j'étais venu discuter avec Audrey sur des questions relatives à l'Union africaine. Évidemment, j'ai déjà fait ce plateau. J'avoue qu'il n'a pas beaucoup changé. En dehors du présentateur, parce qu'à l'époque, quand je le faisais, c'était pas avec toi. Et évidemment, les invités aussi, quand je le faisais, je n'étais pas avec Maître Massy, je n'étais pas avec le président Ngassa. Bon, on a fait des plateaux, je ne suis pas sûr que ce fût ici. C'est toujours un plaisir de participer à la discussion citoyenne pour essayer du mieux qu'on peut, je l'ai dit, de porter une voix qui n'est pas forcément une voix encartée, mais qui est une voix engagée. Et un citoyen qui ne s'engage pas est quelqu'un qui considère que le destin de son pays, le destin de sa nation, si on est déjà au niveau de la nation, ne le concerne pas. Or, je pense que je me sens très concerné par tout ce qui arrive à notre pays, que ce soit dans les images que vous avez présentées, je pense que ce sera l'un des points de notre conversation, mais que ce soit aussi sur les questions des réformes politiques. Et je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être parfaitement en accord avec Ben Massy, parce qu'il appartient à un parti qui a travaillé avec d'autres pour qu'il y ait des réformes sur le plan électoral. C'est dommage que... Est-ce que vous parlez effectivement des réformes sur le plan électoral? Peut-être vous prendre un petit mot avec cette sortie du professeur Maurice Kamto qui tense Election Cameroun, pointe du doigt effectivement ce qu'il appelle comme effectivement un flagrant délit de manipulation du fichier électoral. Le professeur Maurice Kamto qui demande un audit du fichier électoral. Vous seriez d'accord avec le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Alex Gustave Azébazé? C'est dommage que vous me donniez la possibilité de parler de ce sujet, de la question de la nécessité de l'audit du fichier électoral camerounais à l'occasion de la sortie du professeur Maurice Kamto. La sortie du professeur Maurice Kamto, président du MRC. Mais je dois vous dire, peut-être que certains de vos téléspectateurs le savent, il y a exactement 18 mois, dans le cadre d'un groupe de travail que nous avons mis en place en tant qu'acteur de la société civile pour proposer, face au blocage ou aux réticences du pouvoir vis-à-vis des partis politiques qui lui avaient soumis une proposition de réforme du code électoral. Ils faisaient une proposition de réforme du code électoral, mais nous avons, en tant qu'acteurs civils, citoyens engagés sur les questions de gouvernance politique, de gouvernance démocratique, et préoccupés par la qualité de l'infrastructure électorale dans notre pays, nous avons soumis au public, quand je dis au public, les partis politiques, le gouvernement, les partenaires au développement, si ce terme a encore un sens, une proposition qui était issue d'une sorte de benchmark que nous avons fait sur les textes qui gouvernent les élections dans un certain nombre de pays africains. Nous avons pris l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Bénin et à l'époque du Sénégal. Et sur cette base-là, nous avons fait comme l'une des propositions majeures. C'était effectivement que, puisque nous sommes dans un environnement où la dernière refonte du système électoral date quand même déjà de plus de 12 ans, parce qu'elle a eu lieu en 2012.
il est essentiel que pour rassurer les citoyens en général, mais ceux qui tiennent à participer à la vie politique institutionnelle en particulier, qu'une sorte d'audit, en tout cas un audit du fichier électoral soit commandité par l'État. Ce n'est pas nous qui allons faire l'audit en question. Pourquoi ? Parce que nous considérons, par exemple, depuis la dernière élection à suffrage universel et direct, c'est-à-dire les législatives et municipales de 2020, pardon, il n'y a pas eu de publication à date de la liste électorale nationale, qui est pourtant prévue par le code électoral pour être publiée chaque année, à l'issue de la période annuelle de révision des listes électorales qui part en principe du 1er janvier au 31 août. Et le code électoral en vigueur prévoit que le directeur général des élections du Cameroun, des élections à ILECAM, doit publier au plus tard le 31 décembre la liste électorale nationale. C'est quoi la liste électorale nationale ? C'est le document par lequel les acteurs électoraux, les citoyens, même les chercheurs, peuvent ou doivent s'assurer ou faire aussi leur part de contrôle citoyen de l'action institutionnelle qu'est la liste. Alex Gustave Alzevazé, quand le directeur général d'Élections Cameroun vous dit quand même que cette liste-là, elle est publiée dans les communes, ça peut résoudre le problème. Ce n'est pas la démarche qui est sous-tendue par la disposition que je viens de rappeler. Lorsqu'on parle de liste électorale nationale, c'est absolument différent des listes communales. C'est-à-dire que chaque antenne communale de l'ECAM fait des enregistrements des enrôlements au niveau local. Et ces enrôlements-là sont ce qu'on appelle du brut. Quand elles ont fini, les antennes, de le faire, ils transmettent à ELECAM au niveau régional, qui en principe n'a pas un travail d'épuration ou de toilettage. C'est la direction de ELECAM qui, au niveau national, et la direction de ELECAM, vous savez où elle se trouve quand même. Elle se trouve à Yaoundé. Donc, quand elle a fini la direction de ELECAM, souvent, et la loi électorale ne lui donne pas obligation d'associer les commissions, une commission nationale quelconque pour faire ce job-là. Quand l'esprit de la loi, et même la lettre de la loi, c'est de dire que la liste électorale nationale, ce qu'on appelle la liste électorale nationale, est le document par lequel tout citoyen peut, en fonction de son objectif, de ses intérêts, ou bien de voir exactement comme ELECAM l'ensemble des électeurs. De sorte qu'on ne dise pas, qu'on ne vous rétorque pas, comme le directeur ELECAM essaie de le faire depuis qu'un certain nombre d'acteurs électoraux, de citoyens lui posent la question. Il dit non, on a publié les listes dans les communes. Non, le principe de la publication des listes dans les communes, ça se fait à l'occasion des scrutins. C'est-à-dire qu'on est censé publier les listes dans les bureaux de vote. On ne publie pas seulement dans les communes. La veille de chaque élection, il y a un délai qui est prévu dans notre code électoral. La liste électorale de chaque bureau doit être affichée à l'entrée du bureau de vote, et le double de cette liste se retrouve dans le bureau de vote, dans ce qu'on appelle la commission locale de vote, pour que chaque électeur émarge. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle d'une liste nationale, donc qui contient tous les électeurs. Qui peut être consulté, par exemple, même dans le site d'élection. Sur le site internet. L'année dernière, la raison que le directeur général de ELECAM nous a donnée l'année dernière, parce qu'on l'a interpellé, il nous a dit que le site internet de ELECAM avait fait l'objet d'un piratage. Donc, je suis surpris qu'ils disent aujourd'hui les listes sont publiées dans les communes. Ce n'est pas ça l'esprit de la loi. Et donc, cette difficulté à rassurer les acteurs électoraux, mais aussi les citoyens qui s'intéressent à la question électorale,
fonde davantage le besoin d'auditer le fichier électoral. Parce qu'un audit, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas forcément accusatoire, mais ça permet un audit, c'est un outil de gouvernance et de décision aussi. Parce que c'est dans le cas d'un audit un audit, c'est une manière de vérification. Vérification fonctionnelle, vérification structurelle et vérification opérationnelle. Quand on l'a fait, et on le fait de manière généralement contradictoire, ou sur pièce ou sur document, mais on peut aussi entendre, interroger les acteurs impliqués. Et ça permet que la suspicion autour du process et de la manipulation, effectivement. Du processus électoral baisse un tout petit peu. On y a tous intérêt. Parce que les élections, pour nous, en tant qu'acteurs civils engagés sur les questions électorales, doivent être un moment de communion pour les citoyens. Et un moment de fidélisation des citoyens aussi sur les processus institutionnels. C'est important. Merci Alex Gustave Azébazé. On reçoit à l'instant le docteur Patrick Rifoué qui nous a rejoint. Bonsoir, docteur Patrick Rifoué. Bonsoir Jean-Marie Onambélé, bonsoir au panel et bonsoir à ceux qui nous reçoivent. Plus besoin de vous présenter comme communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, puisque vous l'êtes dans l'âme et même, je voulais dire, même dans votre quotidien. Effectivement, je ne pense pas que ce soit indispensable. Allez, sur la question de l'audit, peut-être un mot pour qu'on passe à la mise en bouche tout à l'heure. Sur la question de l'audit, vous êtes d'accord? Vous pouvez quand même être d'accord avec Alex Gustave Azébazé qui pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait une certaine clarification qui soit faite pour que le jeu en 2025 et vraiment en 2026 soit un peu plus clair. Vous savez, quand il y a des examens, moi je suis toujours amusé par le syndrome du dernier de la classe. Le syndrome du dernier de la classe. Oui, c'est cet individu qui a eu 2 à l'examen et puis qui, quand on remet les copies, accuse tout le monde. Et il ne se remet jamais en cause. C'est de la faute de la maîtresse qui ne l'aime pas particulièrement, c'est de la faute du voisin qui était très bruyant, c'est de la faute à la pluie qui est tombée le jour où il y avait l'épreuve. Mais ce n'est jamais la faute à lui. Et vous avez dans le champ politique un certain nombre d'acteurs comme ça qui ont cette attitude, la cheville au corps. Ils sont toujours en train de mettre en cause les autres. Quand ce n'est pas Elecam, c'est le RDPC, ainsi de suite. Moi, je n'ai rien contre, en tout cas nous, RDPC, nous n'avons rien contre un audit du fichier électoral. Si Elecam suggère de le faire, il faudrait le faire. Ce d'autant que nous, on a eu à dénoncer le fait qu'un certain nombre d'acteurs ont pris sur eux, contrairement à ce que la loi électorale prévoit, d'inscrire des gens en dehors de leur commune de résidence et en dehors de leur commune d'origine. Donc, en mettant à plat le fichier électoral, on va bien se rendre compte qu'il y a des gens qui sont inscrits là où ils ne devraient pas. Et donc, qui devraient être rayés des listes électorales. Donc, effectivement, il faut faire la transparence là-dessus. Maintenant, si Elecam considère qu'en publiant les listes commune par commune, puisque de toutes les façons, les gens sont inscrits dans les communes, il faut porter l'affaire devant les instances compétentes afin que le juge tranche et qu'on nous dise si, en publiant commune par commune, on respecte la loi, ou si alors il faut publier une seule liste qui serait considérée comme la liste nationale. C'est un conflit d'interprétation et je crois qu'il ne faut pas se formaliser autant que certains veulent sur ce sujet. Ceux qui considèrent qu'il y a grief là-dessus doivent attraire Elecam devant les instances juridictionnelles. Mais vous, RDPC, vous êtes d'accord qu'il faut l'audit? Mais en tout cas, on retient qu'au niveau du RDPC, et ils sont d'accord, Alex Gustave Azébazé, qu'il faut effectivement cet audit. Donc, on peut continuer à avancer et peut-être aller voir cette mise en bouche avec ces inondations du côté de la région de l'Extrême Nord. La rentrée très difficile pour les parents de ce côté-là. Dieu merci. Le couple présidentiel a donc apporté ce soutien à ces populations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais effectivement qu'on aille voir avec Apolline Ngassa, ici même dans d'autres régions, puisque votre syndicat est au niveau national. Les parents d'élèves se plaignaient en cette rentrée scolaire d'une certaine, je voulais dire, même dumping qui était fait au niveau des livres scolaires, même l'absence de certains livres. Apolline Ngassa, est-ce que la situation s'est améliorée entre-temps? Est-ce qu'on fera pour trouver tous les livres sur les étalages de vos libraires et papetiers? Oui, actuellement, en librairie, nous n'avons pas encore tous les livres. Il y a encore quelques manquements dus à l'engorgement du fourri, selon ce que les éditeurs nous disent.
mais c'est un peu négligeable parce que, par exemple, à la CIL, on a un seul livre qui manque sur nos rayons. Et c'est des livres importés, pour la plupart, puisque nous avons constaté que l'édition au Cameroun et imprimer les livres au Cameroun, c'est un peu difficile, vu les coûts des intrants et également la capacité peut-être de nos imprimeurs à faire ce travail, parce que en mai dernier, on a homologué les livrets d'activité qui devraient être imprimés au Cameroun. Mais nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus manque de ces livrets d'activité imprimés au Cameroun que des livres importés ailleurs. Donc, sur le plan global, il y a très peu de livres qui manquent. La majorité, là, près de 99%. Donc, il y a quelques ouvrages qu'on attend encore. Mais Apolline Ngassa, comment est-ce que ça peut s'expliquer que 2 semaines déjà quand même de rentrée, on a tous les livres qui manquent? C'est quoi? C'était un retard à l'image ou les gens ne savaient pas que la rentrée devait être le 9 et pourtant, il faut le rappeler, un cher téléspectateur, on a renvoyé la rentrée qui devait effectivement avoir lieu le 2 septembre. Donc, il y a même eu 1 semaine en plus pour que tout puisse être mis à l'ordre. Vous savez, on a changé tous les livres du premier cycle. Le premier cycle exactement du secondaire. Dans les deux sous-systèmes, francophones et anglophones. Ce qui devient un peu plus difficile à ce que les livres soient dans nos rayons à ce jour. Vous savez, la liste est sortie, les listes sont sorties le 19 mars. Vous voyez, du 19 mars à nous, ça fait peut-être 5 mois, mais le temps de les faire imprimer à l'étranger et de les transporter au Cameroun. Tous les imprimeurs du Cameroun ne peuvent pas imprimer les livres du Cameroun. C'est quand même un gros marché. Oui, c'est un très gros marché, mais il faut que le gouvernement camerounais essaie de se pencher là-dessus et en diminuant certaines taxes sur les intrants. Parce que le livre est homologué. Ce n'est pas une marchandise où c'est le fabricant ou bien l'éditeur qui fixe les prix. L'État qui fixe les prix. Et quand l'État fixe les prix, si l'éditeur sent que en imprimant au Cameroun, il ne peut pas trouver son compte, il a oublié d'imprimer ailleurs, parce que le livre n'est pas taxable au niveau de la douane. Par contre, les papiers, les encres, les machines même à imprimer sont taxées, ce qui fait que s'il faut faire ça au Cameroun, ça va coûter plus cher, le livre qui coûte 1500. Mais vous me faites mal au cœur là, hein, ça veut dire qu'on a un gros marché comme celui-là, peut-être que je reviens vers vous. Oui, c'est un gros marché, c'est un gros marché et le gouvernement camerounais a intérêt à s'y pencher là-dessus, à faire à ce que les imprimeries nationales soient compétitives et que les livres soient imprimés au Cameroun. Maître Massi, qui depuis j'entends chuchoter incroyable. Maître Massi, et là quand même on est devant une situation qui est compliquée. Non, en réalité, ce que je constate, c'est que nous avons abandonné. Je dirais même nous avons renoncé à la souveraineté académique. Qui parle de souveraineté académique, parle d'autonomie et d'intelligence nationale. Parce que vous voyez, on ne peut pas former une population en lui imposant des codes extérieurs. On ne peut pas former une population et vouloir son émergence en lui apportant des concepts étrangers. Voyez-vous, quand je parle de souveraineté nationale, les pays comme la France, qu'on connaît si bien, la Chine, les livres sont édités à l'intérieur. Tout est fait à l'intérieur. Les programmes sont conçus à l'intérieur. Et je prends un exemple très simple. Pour ceux d'une certaine génération ont connu le livre de Mme Alvin et Côte-Bolo. Exactement. Voilà l'exemple comme celui-là. C'est une activité économique qui peut franchement permettre à l'essor de ce pays. On peut trouver des palliatifs, on peut trouver des solutions fiscales pour que cette niche ne soit plus entre les mains des étrangers. On va peut-être me traiter de chauvin, de nationaliste, non. C'est une question de réalisme et d'autonomie nationale. Parce que voyez-vous, je consultais encore dernièrement les chiffres du chômage, FNE, et c'était quand même assez alarmant, pour ne pas dire effrayant. Voilà une niche qui peut permettre de résorber le chômage au Cameroun. Je vous dis, si on trouve une solution pour donner corps à la souveraineté éducationnelle au Cameroun, c'est déjà au moins 10% de chômeurs qu'on va sortir
cette zone noire du chômage. Et on ne peut pas concevoir que des livres qui sont supposés être le socle d'éducation de la jeunesse, donc du futur d'un pays, soient négligés de la sorte. Je profite pour cette occasion. On dépense des milliards pour le football. Pour moi, c'est une aberration. On devrait dépenser des milliards pour l'école. Les pays comme la Corée du Sud, si vous permettez, sont des pays qui investissent énormément sur l'éducation. Les pays comme le Canada, énormément sur l'éducation. Surtout qu'on parle là quand même des devises qui sont en train de sortir à l'extérieur du Cameroun. Merci, vous avez... Dans ce marché-là, on va plutôt fabriquer à l'extérieur et pourtant il y a des libraires et les papetiers. On a des intelligences au Cameroun qui veulent juste être accompagnés. On a des opérateurs économiques à qui on peut confier ce pan de la souveraineté nationale. Alors, si on ne le fait pas, quelle voulez-vous pour nos enfants? Pour moi, c'est effrayant, c'est même incroyable. Alex Gustave, vas-y, sur le sujet. Oui, je suis quand même effaré de me rendre compte d'entendre que la fiscalité sur les intrants, les intrants d'édition reste au même niveau que d'autres produits. Et pourtant, le Cameroun est signataire quand même de la Convention de Florence et son protocole additionnel de Nairobi, qui demande aux États que pour tous les produits culturels, ça a souvent été l'une de nos revendications en tant qu'éditeur de journaux, en tant qu'éditeur de journaux et de livres culturels simples, comme on dit. Mais il y a une école dans notre système gouvernant qui semble ne pas suffisamment avoir intégré qu'il y a des types de produits dont l'État doit pouvoir se départir de ses besoins en recette fiscale pour favoriser la production et l'appropriation nationale. Maître Massi dit une chose qui bon, peut-être ça va paraître extraordinaire pour ceux qui pensent que c'est... Mais on ne peut pas... Vous vous rendez compte que 2 semaines après la rentrée, nos enfants n'ont pas les livres parce que c'est produit à l'étranger. Le président des libraires a dit tout à l'heure, c'est produit à l'étranger parce que le livre produit à l'étranger revient nettement moins cher par rapport à celui, en tout cas, et de manière locale. Mais moi, je comprends le libraire qui va importer le livre à l'étranger. Et surtout que c'est homologué, que ce n'est pas les libraires qui fixent pas le prix. Mais c'est à notre État. On va encore nous dire, mais faites pour vous, vous ne pouvez pas tout attendre l'État. Mais l'État est très important dans une société, contrairement à ce que certains pensent. Parce que c'est l'État qui fixe les règles, c'est l'État qui régule, c'est l'État qui crée les conditions de facilitation ou de production au niveau de la production nationale. Or, nous sommes quand même 60 combien d'années après l'indépendance. On ne va pas dire que ce qu'on faisait il y a 60 ans quand on parvenait à l'indépendance, on est dans le même schéma que le livre, il est produit en France, ou il est produit en Chine et au Nigeria voisin, parce que on ne vous dit pas assez. Ces livres sont produits au Nigeria ou très souvent en Chine, c'est même plus produit en France. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il y a des industries d'édition qui ont un ensemble d'équipements et qui ont des éléments au plan fiscal. Quand ça rentre au Cameroun, le président l'a dit, les livres ne payent pas de taxes, alors que les produits rentrant dans la production des livres sont fiscalisés. Ça, c'est une incohérence gouvernementale, en tout cas en matière de gouvernance, qui nous coûte plus cher parce que l'État peut gagner un peu d'argent au plan fiscal, mais au niveau de la formation, au niveau de la qualité de la formation, nous sommes... Et ça prend un coup. On prend et même économiquement, si on fait les calculs là, c'est compliqué. Et Patrick Rifoué, docteur, sur le sujet, c'est quand même compliqué. Une situation pareille où aujourd'hui, on se retrouve 2 semaines après la rentrée où des livres, selon les dires du président du syndicat des libraires papetiers du Cameroun, manquent toujours au niveau des librairies. Comment ça peut s'expliquer ça? Écoutez, pour ceux qui suivent l'actualité des rentrées scolaires, ce n'est pas inédit. Il me semble que c'est souvent arrivé qu'en pleine rentrée, il y ait pénurie de livres. Là, je pense que le fait qu'il y ait eu
un changement de l'ensemble des ouvrages au programme a simplement accentué cette tendance. Mais je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que l'éducation est le premier poste budgétaire au Cameroun. C'est dire que c'est la priorité des priorités pour le gouvernement camerounais. Donc, quand j'entends certains prétendre que les millions ou les milliards qu'on mettrait dans le football, on ferait mieux de les mettre dans l'éducation. Non, le gouvernement met suffisamment d'argent dans l'éducation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez des gens qui ont le concours de Polytech en partant du Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui fréquentent à Vogt, qui fréquentent au lycée Leclerc, qui fréquentent au collège La Conquête, et puis qui ont leur accès à Columbia immédiatement après leur baccalauréat. Ça n'arrive pas dans beaucoup de pays africains. Donc il faut commencer par le rappeler. Maintenant, on est dans un pays où la libre entreprise règne. Et je suis au regret de constater que autant on ne produit pas les livres ici pour un certain nombre de raisons qui sont essentiellement économiques, autant certains acteurs nous ont souvent rappelé que nous ne sommes même pas capables de produire les cure-dents. Mais M. Nambélé, une unité de production de cure-dents coûte à peu près $2000. Vous croyez que les Camerounais ne sont pas capables de le faire? Mais ils choisissent, pour leurs intérêts bien compris, d'acheter ces produits à l'étranger et de venir les revendre en considérant qu'ils vont faire davantage de marge. C'est la même situation dans le secteur du livre. Vous avez des gens qui, au lieu d'investir localement, considèrent que c'est plus intéressant pour eux. Et on peut multiplier les secteurs comme ça. C'est plus intéressant pour eux d'aller acheter en Chine, d'aller acheter au Népal, ainsi de suite, et de venir vendre ici. Ce que ça crée, c'est que ça creuse davantage le déséquilibre de notre balance commerciale. Et ce n'est pas parce que le gouvernement met des incitations. Il y a de nombreux secteurs dans lesquels des incitations existent. Mais ça n'a pas permis pour autant de localiser la production au Cameroun. On voit que les gens continuent à aller produire en Chine. On voit qu'ils continuent à aller acheter en Turquie pour venir vendre ici. Donc, il faudrait que oui, l'État continue à appuyer des secteurs qui sont considérés comme prioritaires, mais pour ce qui est de l'éducation, il en fait assez. Mais il faudrait que les hommes d'affaires camerounais fassent un peu preuve de patriotisme. Parce que si vous n'êtes pas capable d'aller acheter une unité de production de $2000 pour faire du cure-dent ici, ce d'autant que la matière première se trouve là, à côté, à Yabassi, ce n'est pas parce qu'on va détaxer les intrants pour produire les livres que vous le ferez. Si vous considérez que économiquement, pour vous, c'est plus intéressant d'aller acheter des ouvrages qui sont produits en Chine. Apolline Ngassa, sur le sujet, quand même, on peut quand même faire la langue de bois, mais là, si les opérateurs économiques camerounais veulent bien produire les livres au Cameroun, ils peuvent le faire, président. Oui, Jean-Marie, il faut faire. L'homme d'affaires est fait pour gagner de l'argent. L'homme d'affaires est fait pour gagner de l'argent. Il est hors de question que l'homme d'affaires. Attendez donc, président, au Cameroun, il ne va pas gagner de l'argent. Écoutez, j'y arrive. Arrivez, président. Vous savez, l'unité de production des cahiers, SAFCA, a fermé les portes. Nous avons eu à l'époque Mani Ouest, nous avons eu Sogedi, qui ont fermé les portes. Pourquoi? Parce que les cahiers fabriqués localement n'étaient pas compétitifs. Le prix était plus élevé que les cahiers importés. Alors, une fois que l'État a permis que les cahiers importés entrent au Cameroun en grand nombre pour concurrencer l'industrie locale est obligée de fermer les portes. Nous avons près de 50 éditeurs camerounais agréés qui font dans le manuel scolaire. C'est des Camerounais. Il y a autour de 2 ou 3 étrangers. L'État a bien voulu nationaliser le secteur du livre. De l'édition. Mais la production pose un problème. Je vous ai pris l'exemple sur quelle activité que l'État a décidé que ces cahiers doivent être imprimés au Cameroun. Mais nous ne les trouvons pas en Libérie. Nous passons la commande chez les éditeurs, il n'y en a pas. J'ai un peu interrogé un éditeur, malgré le prix. Vous voyez, le prix du cahier d'activité coûte 2000 francs. Le plus cher coûte 1300. L'éditeur dit, je passe la commande avec les mailles fixées par le gouvernement, je ne m'en sors pas assez. Alors, quand il met de l'argent, la banque ne donne pas de l'argent pour rien. Ça veut des intérêts. Alors, si
l'éditeur mise de l'argent et pour ne pas rentrer dans ses frais, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc effectivement pour qu'on n'ait plus de livres qui soient édités à l'extérieur ou alors qu'ils soient fabriqués à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement Apollinaire Ngassa? Je pense qu'il faut détaxer les intrants Il faut pas. de l'imprimé, dans tout ce qui entre dans l'édition du livre. Oui. Dans les Faut journaux, dans détaxer. les livres. Nous avons fait peut-être une rencontre avec certaines autorités qui nous ont dit on peut bien détaxer les papiers, mais les imprimeurs doivent utiliser les papiers pour faire autre chose que le livre. Mais l'État peut encadrer. Pourquoi l'imprimeur national a fermé? Pourquoi la Sopecam ne peut pas produire des livres? Parce que même les livrets d'activité, les éditeurs sont allés vers la Sopecam qui était incapable de produire parce que le coût. La Sopocam ne s'en sortait pas en imprimant un livre d'activité à 1000 francs. Voyez un peu. Donc le problème ici, c'est que le gouvernement essaye de voir comment. Voir en faisant quoi exactement Il faut détaxer tout ce qui entre dans l'édition du livre, c'est tout. Il faut détaxer. Que le papier qui entre au Cameroun ne paye pas la douane, par exemple, pourquoi pas créer une usine de transformation de papier au Cameroun? Il faut le faire. Il y avait idée. Pour éviter ce genre de choses. Le docteur parlait de cuidant qui ne coûte rien. Mais celui qui voudrait bien investir dans le cuidant, il y a des Camerounais qui voudraient bien le faire. Mais on fait peut-être l'étude de rentabilité ou bien de faisabilité. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'en sortir avec la concurrence qui vient de l'extérieur. Personne ne peut produire pour perdre. On produit pour gagner de l'argent. Et tant qu'on ne peut pas gagner de l'argent, on préfère se tourner vers là où on peut gagner de l'argent. Attendez, pour sortir du ciel, ça veut dire que la situation risque encore faire peut-être 2 semaines après une négociation. Non, je vous ai dit pour les livres qui sont imprimés en Inde, pour la plupart, c'est en train d'arriver. C'est encore en route? Non, c'est là, c'est au port, parce que les derniers cargaisons... Non, il faut décongester. Les derniers conteneurs sont arrivés aujourd'hui. Je pense que d'ici 2 jours... Et pour ceux de la Chine? Les Camerounais, pour la plupart, sont en train d'imprimer plutôt en Inde. Ah, parce que là-bas, en Inde ou en Malaisie, parce que là-bas, c'est un peu moins cher même qu'en Chine. Et les derniers, selon le contact téléphonique que j'ai eu avec un éditeur, les derniers conteneurs doivent sortir du port aujourd'hui. Donc d'ici demain, mercredi ou jeudi, il y aura l'ensemble des livres qui manquent. Mais pour les livrets d'activité, on va encore attendre. Ça pose toujours un problème parce qu'il n'y en a pas. Mais il faut quand même rappeler il parle bien des livrets d'activité homologués. Qui sont produits au Cameroun, homologués. Parce qu'il y a d'autres éditeurs qui font les livrets d'activité qu'ils font, ils parlent de négocier avec les enseignants là. Les chefs d'établissement. Qu'on en trouve. Mais ce qui est homologué pose un problème aujourd'hui. Allez, on avait donc la voie la plus autorisée, mais il faut quand même rappeler déjà au niveau du second cycle, du secondaire, il n'y a pas ce problème parce qu'effectivement, ce sont les mêmes livres qui sont au programme. Mais au niveau du second cycle du secondaire, déjà, je peux déjà donner les statistiques de ce que nous avons déjà. Au niveau de la 6e, il nous manque 2 livres, le livre d'informatique et l'œuvre Chant de la forêt, qui est même un ancien livre. Pourtant, mais qui devait être édité de nouveau. Voilà. Au niveau de la 5e, nous avons le latin, le latin, qui fait le livre latin de 6e, 5e. En 4e, nous avons aussi le latin qui fait 4e, 3e, et le livre d'informatique qui est arrivé en petite quantité et que c'est déjà fini. En 3e, nous avons également le livre d'informatique qui manque. En seconde, c'est bon. En première, nous avons les œuvres au cœur des ténèbres, qu'on vient de changer, qui n'est pas encore sur le marché. Et en terminale, nous avons Standpoint aussi qui pose problème. Et le vieux nègre et la médaille qui est revenu au programme. Et pourtant, mais que l'éditeur qui achète a imprimé en petite quantité et directement est tombé en rupture de stock. Mais pour l'école primaire, en dehors du livre d'écriture SIL et des livrets d'activité homologués, de certains éditeurs, pas tous, de certains éditeurs, nous avons l'ensemble des livres sur nos rayons qui n'attendent que
les parents d'élèves. Donc, ça veut dire que ça va aller dans les prochains jours. Oui, d'ici, quel qu'en soit le cas, d'ici vendredi, samedi prochain, nos rayons seront... L'argent que beaucoup de parents avaient est déjà passé à autre chose. Oui, c'est ça. Comme Alex dit, l'argent qu'ils avaient effectivement pour payer ces livres est déjà parti. Je profite sur autre chose actuellement. Je profite de cette relance d'Alex pour dire que nous libraires, on ne peut plus commander le même nombre qu'on peut commander il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. On va commander un petit nombre en attendant que le parent qui n'a pas placé l'argent à autre chose revienne prendre maintenant en petite quantité. Sinon, les libraires sont en difficulté pour cette rentrée scolaire parce qu'il y a eu perturbation en ce qui concerne le ravitaillement. Docteur, il faut en 10 secondes. Je vous avais voulu réagir là tout à l'heure, sauf... Non. Écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Il faudrait effectivement que tout le monde joue sa partition, y compris les hommes d'affaires. Et il faut accepter de renoncer à une certaine marge. On est quand même dans le monde de l'économie. On est dans le monde. Il faut faire du bénéfice. On est dans le monde de l'économie, mais il y a une religion économique contre laquelle il faut lutter. C'est celle qui est instaurée par Friedman depuis 1971, qui consiste à faire croire que la seule finalité pour une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Non. Il y a d'autres finalités qui comptent également. Donc, vous pouvez renoncer à une marge. Si vous gagnez 2 milliards et que vous renoncez à 500 millions, non, vous n'avez rien perdu. Donc, il faut que ceux qui veulent investir dans ce secteur-là en soient conscients. C'est bien d'aller acheter en Inde pour optimiser ses marges, mais c'est mieux d'investir au Cameroun et de gagner moins. Et comme il a indiqué, malheureusement, le fait est souvent que vous avez des unités de production qui sont installées au Cameroun. C'est d'ailleurs le problème du Made in Cameroun actuellement. Mais les produits sont hors de prix. Quand on vous vend un paquet de chips, de frites de plantain à 800, 600 francs, non mais écoutez, pourquoi vous voudriez que les Camerounais achètent ça alors que les prix sont les mêmes que, ou même souvent plus élevés que ceux des produits importés? Donc, ça ne fait pas sérieux, mais ça c'est lié à la manière dont nous concevons le business, parce que le Camerounais il considère que quand je veux vendre ce téléphone, il faut que j'optimise sur ce téléphone. Donc, si je ne gagne pas 25 000 sur ce téléphone, je ne vends pas. Le Chinois, lui, considère que je dois en vendre beaucoup. Donc, je vais gagner 1000 francs. Et puis, il va les vendre comme des petits pains. Économie d'échelle. Nous devons commencer par réviser la manière dont nous concevons le business en considérant que c'est sur les volumes qu'on fait la marge, ce n'est pas sur les unités. Merci. Vraiment 10 secondes d'Apollinaire Ngassa pour sortir du sujet pour qu'on se rende de côté de l'extrême nord. Docteur Rifoué dit des choses que je ne... Elle a aussi raison. Hein. Si vous allez gagner 2 milliards, si vous allez gagner 2 milliards sur un business, vous payez 500 000. Ça n'est pas éditeur. Vous payez 500 000. Non, il faut envoyer le message à ses amis éditeurs. Mais écoutez... Qui gagne un peu moins, 500 000, c'est pas cher. Je suis éditeur de presse, je ne gagne pas de l'argent. La vie n'est pas douce au Cameroun. Hein. Vous comprenez que le loyer coûte cher. Ah oui. Et si l'investisseur doit avoir un cœur de Jésus, il ne pourra pas payer ses employés, il ne pourra pas payer son bailleur, et c'est à chaque fois qu'il aura l'administration fiscale à ses trousses, et la fiscalité même, parfois, qui n'est pas... c'est-à-dire en dehors de la fiscalité qui est celle qui entre directement dans les caisses de l'État, il y a d'autres fiscalités là, d'autres gens là qui viennent nous torturer avec des... Donc ce n'est pas facile, de faire des affaires au Cameroun en écoutant ce que Patrick dit. Donc chacun voudrait bien vendre beaucoup et gagner beaucoup, mais quand nous sommes confrontés à certaines difficultés, on est obligé de chercher là où on peut avoir plus et gagner plus ou moins. Par exemple.
Voilà. Allez, c'est très bien dit ça. Allons donc du côté de l'extrême nord camerounais, précisément du côté du département de Mayo-Danaï, où les populations sont en détresse depuis quelques semaines. Plus de 200 000 qui se retrouvent sans abri. Mais Dieu merci, ils ont reçu l'apport et le soutien du couple présidentiel, 350 millions qui ont été mis sur la table pour effectivement d'apporter donc ce soutien à ces populations. Le message qui a été porté par Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, mais pour certains, Maître Jordi Massi, 350 millions, c'est très peu quand même pour ces populations qui se retrouvent sinistrées. Vous êtes de l'avis de cela? Le problème ne se pose même pas véritablement au niveau de ce montant. Puisqu'en réalité, on dépense plus que ça dans d'autres segments d'activité au Cameroun qui, à mon sens, ne sont pas prioritaires. Quand je l'ai dit, je reviens sur la priorité même relativement aux catastrophes naturelles. Je pense qu'il faut que les institutions en charge, notamment le MINAT, avec la direction de la protection civile, se penchent énormément sur les questions de catastrophes nationales au Cameroun. J'ai toujours l'impression qu'on réagit après coup. Il n'y a pas toujours une action proactive. Il n'y a pas toujours la prospective. On me dira, je vois déjà mon ami Patrick Rufou qui me regarde en souriant, qu'on ne prévient pas les catastrophes naturelles. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas pour autant se dire qu'il ne faille pas les résoudre quand elles tombent sur nous. On a des gens qui ont perdu biens et autres, qui ne se révèlent pas de sitôt. Est-ce qu'on a pensé à un plan de recasement pour ces gens-là? Est-ce qu'on a pensé à un plan pour ces personnes pour se relever? Parce que voyez-vous, des gens qui perdent les cultures, qui perdent des maisons, des biens, et encore l'environnement économique du Cameroun, c'est pas facile pour quelqu'un qui perd une petite maison de se relever. Qu'est-ce qu'on a pensé en ce moment-là pour ces gens-là? Est-ce que les institutions ont pensé à une espèce de fonds spécial? Parce que tous les jours, on ne vivra pas de la manne présidentielle. Moi, je trouve que ça, c'est de la près. On ne doit pas vivre de la manne présidentielle. On doit vivre en mettant sur pied des institutions bien précises. Il faut qu'on mette sur pied un fonds spécial de prévention des catastrophes naturelles qui tend non seulement à prévenir, c'est-à-dire si on les météorologues, je ne suis pas météorologue, mais qu'on sache que d'ici quelques temps, il risque d'avoir une inondation quelque part. Comment ça se fait ailleurs? Il faut quand même dire que les services de météorologie l'avaient déjà prévu pour cette fin d'année, même au niveau de, comment on appelle, du centre qui n'est même pas très loin, du côté du Grand Nord, ça va me revenir, effectivement, qui travaille sur le climat. On déplace dans les populations. Les changements climatiques, effectivement, le service des changements climatiques. Pour éviter que ces situations se produisent. Dieu merci, parce qu'on aurait pu avoir des milliers de morts, hein, c'est pas impossible. Donc, qu'on mette sur pied un fonds spécial, comme ça se passe ailleurs, pour éviter qu'on dise que la manne présidentielle est venue au secours des populations. Non, je trouve ça approximatif. Que ce fonds spécial permette de résoudre les problèmes précis qui existeront au moment où les faits se produiront. Voilà le problème du Cameroun, naturellement. Or, c'est la proaction. Il faut que cette proactivité-là soit efficace et efficiente au moment où les catastrophes naturelles se produisent sur place. Je pense que quand on aura pensé cette manière de gérer l'État, on n'aura pas besoin de la manne présidentielle. Alex Justin, basé sur effectivement ce sinistre du côté du Mayo-Danaï, est-ce que pour vous, la riposte gouvernementale a été à la hauteur? J'ai dit qu'elle a été à la hauteur, vous allez me croire. Donc pour aussi dire ça, hein, vous n'êtes pas interdit de le dire, Alex Justin, basé. Dans votre lancement, l'introduction de ce point, de ce sujet, vous avez dit Dieu merci, le président a envoyé l'argent. Vous voyez dans quoi nous sommes? On peut quand même dire merci aussi. Est-ce que ça vas-y. Mais non, arrêtons ça. Honnêtement, peut-être qu'on va dire, moi qui suis assis à Douala, je ne peux pas mesurer l'importance de ce qui a été apporté du côté effectivement de l'extrême. Comment je vais dire, du morceau de savon ou des kilos de riz qu'on a distribués à gauche à droite pour des gens qui n'ont plus rien à manger. Mais j'estime que le niveau le niveau auquel est rendu notre pays, ou auquel était rendu notre pays, ne nous autorise pas à saluer des histoires comme ce type d'opération publique. C'est-à-dire que si c'est des particuliers qui venaient avec qui un coup de main à gauche, moi je comprendrais.
Mais les responsables de l'État, le président de la République est le premier responsable de l'État du Cameroun. Il est gênant chaque fois que des événements qui auraient pu être anticipés. Je ne parle pas de l'anticipation pour empêcher des pluies, mais je parle de l'anticipation pour prévoir l'organisation ou le type de secours, le type d'appui, d'urgence à accorder aux populations qui seraient touchées éventuellement par des inondations. Je dis bien éventuellement parce que les inondations ne sont pas une catastrophe. Qu'une digue cède montre très bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait pour conforter la digue ou un pont. Parce que la situation est difficile cette fois, parce qu'une digue qui, depuis 2012, est censée avoir fait l'objet d'un renforcement, se trouve à n'avoir pas été renforcée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on bassine les oreilles en disant les phénomènes naturels, on ne les prévoit pas. Non, on peut réduire la peine des citoyens. Et c'est la mission de l'État. Ce n'est pas votre mission à vous. Ce n'est pas la mission de Rifo, membre du RDPC. Tu n'es pas du gouvernement. Il faut nous laisser l'histoire où vous venez sur le plateau, donner l'impression que quand on critique l'État, c'est qu'on vous a rendu, vous, militants politiques, responsables. En tout cas, c'est pas ma façon de voir. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je dis, nous aurions pu, quand je dis nous, je parle de notre gouvernement. Parce que je considère que ce gouvernement, il travaille pour nous, il ne travaille pas pour lui. Notre gouvernement aurait pu faire mieux. Mais en préparant un plan de riposte à cet événement qui était prévisible. La météo a prévu que les intempéries seront importantes cette année sur des périodes précises. Même à Douala où nous sommes, on sait très bien ce qui se passe dans les zones comme Douala 5e où nous vivons. Dieu merci, cette année, les inondations n'ont emporté aucun enfant jusqu'ici, en tout cas à ma connaissance. Mais nous marchons sur l'eau. Dans certains de nos quartiers, à Bonam-Sedi, à Misoké, à Bébana, malgré le fait que, même à Douala 3e, à Bonabéry, n'en parlons pas. Mais pour l'instant, ça ne détruit pas les résidences, ça ne détruit pas les écoles, à l'extrême nord, c'est une situation de crise écologique, de catastrophe écologique qui crée une crise humanitaire. Et les crises humanitaires, quel est le dispositif camerounais pour répondre aux crises humanitaires? C'est ce que chaque jour on va nous dire, le président envoie 200 millions, 300 millions, 500 millions. Mais non, le gouvernement a les capacités, j'allais dire humaines, et l'État a les capacités budgétaires pour anticiper la prise en charge. On va me dire, on est dans une période difficile où les ressources budgétaires de l'État du Cameroun sont exiguës en raison d'un ensemble d'engagements dans lequel on est. Mais un État qui ne trouve pas les ressources pour les crises qui étaient prévisibles est un État qui doit se poser, on doit se poser les questions sur l'orientation de ses priorités. Parce que la priorité en toute tas de cause doit toujours être humaine. Quand on sait qu'un événement peut se produire et peut affecter une partie importante, ce n'est pas une guerre. Quelqu'un n'est pas, un groupe rebelle n'est pas venu attaquer les populations. Les pluies, elles étaient prévues. Il y a des conséquences de la gouvernance. Si on suit, tout à l'heure on parlait d'audit pour le fichier électoral, mais si on fait un audit des infrastructures, des ouvrages d'art, on verra qu'on aurait pu anticiper le pont qui a cédé le pont sur le Danaï, la digue de Yagua. Donc tout ça relève d'une manière de gouverner. Et le dire n'est pas être anti-RDPC ou anti-quoi, mais se constater que la routine administrative est en train de nous rendre prisonniers dans des schémas desquels les dirigeants, un certain nombre de dirigeants ne veulent pas sortir. Et moi, j'étais choqué d'entendre le ministre de l'administration territoriale, qui est le patron de la prévention. Et de la protection civile au Cameroun. Il vient parler comme, je ne sais pas, un propagandiste de
du président pour dire le président le couple présidentiel a envoyé 350 millions. Mais ce n'est pas ça son job. Son job n'est pas d'annoncer que le président de la République a fait un cadeau. Son job, c'est de nous dire, nous, en tant que ministre de l'administration territoriale, ministère légalement compétent pour gérer, voici les dispositions en coordination avec les autres départements ministériels, ce qu'on fait ou ce qu'on a prévu si la catastrophe arrivait. Au cas où, si on n'avait rien prévu, comme c'est arrivé, et nous avons une pratique de simulation de ce type d'incident, voilà, de ce type de crise. Voici ce qu'on va faire. C'est ça qui peut me rassurer, moi, citoyen. Pas seulement parce que, ce n'est pas parce que je suis à Douala que je ne suis pas inquiet. Mais ce qui arrive à Maroua peut arriver n'importe où dans ce pays. N'importe où, exactement. Allez, Apolline Ngassa, en tant que parent et même syndicaliste, vous, cette situation que vivent les populations du côté J'ai dit Maroua, c'est Yagua, s'il vous plaît. Ah, ça Yagua, Mayo, d'ailleurs, même qu'à Maroua, ils ne sont pas très, trop à l'abri de ce côté-là. C'est toute la grande zone du Grand Nord, effectivement, qui est exposée ces jours, sauf qu'effectivement, du côté du Mayo d'Anaï, et principalement du côté de Yagua, où la digue a rompu, il y a eu un peu plus de dégâts de ce côté. Après Ngassa, je disais donc en tant que parent et même syndicaliste, cette situation que vivent les populations du Mayo d'Anaï, principalement, et peut-être même de l'extrême nord globalement. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Déjà, quand les enfants ne vont pas à l'école, je ne suis pas content. Puisque je vis du produit de l'école. Donc mes confrères libraires qui sont à Yagua, à Garoua, ne peuvent plus faire les chiffres parce que les enfants ne vont pas à l'école. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que du côté du Tchad, on a le même problème? Ici, actuellement, oui. On peut vous répondre directement. Ok. Et maintenant, je suis vraiment gêné pour ce qui arrive à ces compatriotes de l'extrême nord. Et c'est des choses même que nous avons, peut-être pas au même degré, au niveau de Douala, ou bien sur nos routes. Parce que quand je prends la route de l'Ouest aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'arriver, parce que l'État n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire sur cette route. En dehors de la catastrophe naturelle qui se passe actuellement à Yagua, mais je dis l'État nous a un tout petit peu abandonnés pour un certain nombre de choses. Il ne faut pas toujours attendre que la catastrophe arrive. Vous avez parlé de 350 millions. Tout à l'heure, là, en venant, je suivais le reportage qui parlait déjà d'1 milliard. Qui a été envoyé déjà? Qui était déjà envoyé. Mais ça ne peut pas résoudre le problème. Mais ça veut dire que la cagnotte augmente tout de même. Oui, elle est intéressante, la cagnotte. Alain Gustave, vas-y. Le problème ponctuel. Mais est-ce que ça va résoudre le problème c'est déjà quand même ça, on peut dire merci. Nous ne disons pas non. Nous disons grandement merci à ceux qui ont donné ce don-là. Mais nous ne devons pas toujours vivre en comptant sur les dons. Il faut que l'État anticipe. Si on trouve que c'est difficile de ce côté-là, on peut peut-être trouver un autre endroit où les populations vivront sans toutefois être sous la menace des eaux à chaque fois, parce que c'est très récurrent dans cette partie du pays-là. Donc on peut peut-être demander construire des maisons dans d'autres localités qui sont moins sujets à des inondations. Et pour ne pas à chaque fois courir derrière le milliard pour aider à acheter un matelas, acheter 1 kilo de riz qui va faire 2-3 jours et après, les populations seront toujours dans les problèmes. Ce n'est pas une affaire d'un jour, ce n'est pas une affaire d'une semaine, c'est une affaire de toujours dont les populations doivent vivre. Voilà. Docteur Patrick Rifoué, je me souviens quand même qu'il y a quelques années, un premier ministre était parti du côté, c'était même précisément même à Yagua, de l'extrême nord là-bas, pour faire une promesse sur le renforcement de cette fameuse digue-là, parce qu'il faut le dire, si on renforce cette digue-là aujourd'hui, elle va, pourquoi pas, retenir les eaux. Et on sait, vous qui êtes du RDPC, qu'on dit toujours que la fille mère, la première fille du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est effectivement cette région du Grand Nord, l'extrême Nord, la Damawa, le Nord. La fille, merci. Merci. Et c'est dans ces zones. Mais comment on a l'impression qu'aujourd'hui, cette fameuse fille aînée du renouveau semble être abandonnée, puisque cette digue-là n'est pas toujours construite, et c'est le même problème depuis déjà pratiquement 20 ans
qui se vit dans cette région de l'extrême nord et plus précisément et principalement du côté de Yagua. Il faut dire que nous avons affaire à ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques extrêmes. Et à quoi sont dus ces phénomènes météorologiques extrêmes? Je reviendrai dessus. Ils sont dus pour partie à des causes qui n'ont rien à voir avec le comportement des Camerounais. Parce qu'ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle le changement climatique. Et je crois que depuis, il me semble, 1987, si mes souvenirs sont exacts, l'ONU a créé le GIEC, un groupe d'experts, pour travailler sur cette question-là. Le changement climatique. Et le Cameroun a même tout un centre qui est effectivement côté de et dans ce cadre-là, ces experts nous disent que si on ne fait rien, et c'est une réponse globale qu'il faut apporter, si on ne fait rien, l'augmentation de la température en raison du relâchement dans l'atmosphère du dioxyde de carbone va amplifier ces phénomènes-là. Ce qui signifie, en d'autres termes, que s'il n'y a pas une réponse concertée, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est à une intensification des situations de sécheresse, de pluies diluviennes, et dans certains scénarios, il est même prévu qu'un certain nombre de régions littorales soient totalement inondées et que les populations soient contraintes de quitter ces zones-là. Donc c'est une situation qui n'est pas spécifique au Cameroun. Et pour les pluies qui sont tombées dans cette zone-là, c'est pratiquement tout le pourtour du bassin du lac Tchad qui est touché. Vous avez, je crois, 487 morts à date au Tchad. Vous avez plus de 40 morts à date au Nigeria. Vous en avez au Niger, vous en avez au Mali. Je crois que le seul pays pour lequel je n'ai pas ces données-là, c'est la Centrafrique, parce que la Centrafrique est également concernée. Donc, c'est une situation globale. Et en la matière, effectivement, on peut prévoir, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que... Merci de le dire, parce que c'est là où je voulais vous relancer. C'est comme si ce n'est pas une nouveauté. Non. Alors, on a l'impression que quand vous parlez que le Cameroun n'était pas au courant que ça devait surgir. Ça devait surgir. Non, ce ne sont pas des fatalités. C'est-à-dire que la météo est aujourd'hui capable de prévoir. Ce que la météo ne peut pas prévoir, c'est l'intensité. La météo ne peut pas prévoir. Mais nous, on parle effectivement de ce que le gouvernement, lui, a prévu, en sachant que la météo Permettez. Ce que la météo prévoit, c'est qu'il va y avoir des pluies intenses. La météo ne va pas vous dire qu'en 2 jours, il va tomber 200 mm de pluie. Parce que si en 2 jours, il tombe 200 mm de pluie, vous pouvez avoir un mur de 5 mètres fait de béton. Ce mur va céder. Parce qu'il n'avait pas été conçu initialement pour ce type de situation-là. Ce sont des situations que vous n'avez pas anticipées au départ. Ce n'est que quand ça commence à survenir que vous allez prendre des dispositions pour dire si j'ai affaire à un type de situation similaire, effectivement, je dois avoir un dispositif. Donc, quand vous avez ce type de situation, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre en charge les populations qui sont sinistrées. Et en la matière, c'est le travail du préfet et du sous-préfet. Parce que Alex Gustave Azébazé l'ignore peut-être, mais le Cameroun, depuis 2011, s'est doté d'un plan national de contingence. Et dans le cadre de ce plan national de contingence, il y a des dispositifs qui sont prévus lorsque nous avons ces situations. Vous avez un comité de crise au niveau départemental, géré par le préfet quand ça concerne le département. Vous avez un comité de crise au niveau régional qui est chapeauté par le gouverneur quand ça concerne la région. Et puis, vous avez un comité de crise au niveau national qui est chapeauté par le secrétaire général de la présidence de la République quand la catastrophe est considérée comme étant une catastrophe d'ampleur nationale. Dans le cas, je suis en train... Allons dans ce cas permettez, le couple présidentiel agit et on nous dit qu'il y a 354 millions qui viennent du couple présidentiel. Permettez, on vient ici pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire pour expliquer... En même temps, ces grands cycles pédagogiques là, pour expliquer aux gens comment ça se passe. Dans la situation actuelle, il y a un comité de crise au niveau départemental qui est géré par le préfet. Et avant même les annonces faites par le ministre de l'administration territoriale, les sous-préfets et le préfet avaient commencé à
déplacer les populations et à les installer parce que la première chose, c'est l'hébergement d'urgence. Quand les eaux montent, il faut déplacer les populations et les installer dans des zones qui sont des zones sauves. L'hébergement d'urgence. La préfectorale dans la zone que je voudrais saluer a commencé à le faire sans attendre l'intervention du chef de l'État. Parce que pour que l'intervention du chef de l'État arrive, il faut que des rapports lui soient faits, c'est-à-dire un point de la situation où on lui dit « Excellence, voici la situation dans laquelle nous sommes, on suggère ceci, vos instructions nous obligeraient ». Mais pour qu'on en arrive là, ça signifie que l'administration s'est d'abord mise en branle. Et cette administration a fait en sorte que jusque-là, nous avons, je crois, une dizaine de morts aujourd'hui. C'est parfaitement regrettable, mais nous ne sommes pas encore au niveau du Nigeria ou au niveau du Tchad. Donc il faut saluer le travail de ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'entends les critiques. Je ne viens pas dire ici que le gouvernement a tout bon sur la gestion de cette crise, mais il faut saluer le travail des gens sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a eu une évaluation de la situation qui a été faite. Et sur la base de cette évaluation de la situation, 1,6 milliard ont été déboursés. Sur les 1,6 milliard, vous avez annoncé le chiffre de 350 milliards. Le chiffre de 350 milliards concerne une aide d'urgence. 350 millions, une aide d'urgence à apporter aux populations. Mais ce n'est pas ça le souci. Alex Gustave parlait du fait que la digue est cédée. Une partie du montant qui a été déboursé doit servir aux travaux d'urgence pour conforter la brèche qu'il y a sur la digue, parce qu'actuellement, nous avons une situation dans laquelle les eaux du Logone se déversent directement dans le lac de Maga. Donc, une partie de ce montant-là doit servir à cela. Une autre partie du montant doit servir justement à la reconstruction du pont qui a cédé. En plus de cela, les populations ont été relogées. Quand vous hébergez des gens, bon, écoutez, il va y avoir des besoins. Les gens ont besoin, en attendant d'évaluer la situation et de dire comment est-ce qu'on se reconstruit, il faut qu'ils mangent tous les jours. Il faut qu'ils boivent. Donc, il faut qu'il y ait des ressources. C'est logique, voilà. Dr. Il faut qu'il y ait des ressources. Moi, je veux qu'on ait un peu dans une perspective. Permettez, je vais arriver. Est-ce qu'on est sûr que l'année prochaine, une situation pareille ne va plus être posée? Je vais arriver. Nous sommes d'abord sur la gestion des urgences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant vis-à-vis de nos concitoyens. Voilà, vis-à-vis de nos concitoyens. Je veux préciser que les 1,6 milliard tiennent compte de l'évaluation au moment où le chef de l'État a été informé. Cette évaluation est appelée à évoluer. Donc, le montant qui a été débloqué aujourd'hui est appelé à évoluer en fonction de la situation qui va se présenter. Donc, le gouvernement ne peut pas dire, a priori, sans avoir d'éléments objectifs, je mets 50 milliards. Non. Il faut qu'à partir des remontées du terrain, la situation lui dise, ici, on va avoir besoin, il y a des gens qui ont perdu chacun 50 poules. Bon. Pour qu'ils se reconstruisent, on va dire il faut mettre un peu d'argent, par exemple, pour leur donner 5 poules pour qu'ils se reconstruisent. Là, on va maintenant, dans la perspective, qu'est-ce qui peut nous permettre de dire ce soir que l'année prochaine, on ne sera pas dans la même situation? Maintenant, premièrement, il faut commencer par dire qu'il est fort probable qu'on ait l'année prochaine des pluies d'une intensité similaire. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qu'il faut dire. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ces pluies-là, parce qu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle, c'est que le lac Tchad a cessé de rétrécir. Il est en train de se reconstituer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on se plaignait de ce que le lac Tchad était menacé de disparition. Le lac Tchad a cessé d'être menacé de disparition. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à long terme pour résorber cette situation et pour limiter la vulnérabilité des populations qui vivent dans cette zone? L'eau est doublement problématique dans cette région. Elle est doublement problématique dans cette région, pourquoi? Parce que quand il y en a, comme en ce moment, il y en a en abondance et elle devient une menace. C'est-à-dire qu'elle emporte les biens, elle détruit les cultures et puis les gens se noient. Mais c'est pour 3 mois. Et puis, pendant 9 mois, il en vient dans la même région à manquer d'eau. C'est-à-dire que les gens n'en ont pas suffisamment.
que ce soit mais c'est pour pas une nouveauté dans le monde, Dr. Patrick Rifoué. Permettez que je pose. Parce que les solutions. Le plan d'urgence qui devait construire les forages et tout ça là pour. Les solutions que je vais proposer tout à l'heure nécessitent que je pose ce contexte. Donc, il y a cette double problématique. Il faut donc faire en sorte que, premièrement, quand il y en a suffisamment, que le captage soit un captage optimal, de sorte que pour les besoins ultérieurs, c'est-à-dire pour les 9 mois qui restent, qu'on fasse en sorte que l'eau reste disponible, que ce soit pour les cultures, que ce soit pour l'élevage ou même pour la consommation humaine. Pourquoi je le dis? Parce que en 1960... Vous savez pourquoi je vous coupe, Dr. Patrick Rifoué? Parce que ça fait déjà près d'une quinzaine d'années. Oui. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on pose des solutions. Mais sur le terrain, on a l'impression que rien n'est fait. Non. En 1978, on a eu la formidable idée de créer le lac de Maga. C'est un lac artificiel. Ce lac n'existait pas. C'est-à-dire, c'est un lac de retenue artificielle où on a dit, on va retenir l'eau. Pourquoi? Parce que le sol là-bas est un sol très argileux. Donc, il n'y a pas d'infiltration. L'eau ne rentre pas à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire des retenues comme celle-là. Étant donné que nous sommes dans une situation dans laquelle on va y avoir de l'eau que le lac de Maga et même le Logo ne peuvent pas contenir, ce qu'il faut, c'est éventuellement créer un réseau de méga-bassines dans la région, de sorte à avoir autour du lac de Maga des points de captage moins importants. Ça peut être de 10, 15 hectares, parce que le lac de Maga, c'est 350 km². C'est très grand. On peut avoir un réseau de méga-bassines autour qui permettent de capter le surplus qui va arriver. Parce que la question aujourd'hui, ce n'est pas la contenance du lac, c'est la capacité de capter les eaux supplémentaires. Ce d'autant que si nous ne réussissons pas à le faire, et c'est pour ça qu'en termes de solutions, il faut réfléchir collectivement. Le problème ne se pose pas seulement pour le Cameroun. Si vous mettez sur pied une solution mauvaise, ça va avoir des impacts au Nigeria. C'est-à-dire que des gens vont mourir là-bas parce que vous vous êtes protégés. Il faut donc se protéger de manière collective. C'est-à-dire qu'on se protège, on protège les Nigérians et on protège également les Tchadiens. Donc, je dis, moi, la solution, c'est il faut considérer cette ressource additionnelle comme une chance et augmenter simplement nos capacités de captage, ce qui va permettre d'améliorer, d'agrandir les capacités de la sèmerie, c'est-à-dire que les surfaces rizicoles, ce qui va stimuler même l'élevage, ainsi de suite. C'est dans ce sens qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que moi je dis, premièrement, il faut agir de concert avec les autres pays. Deuxièmement, la solution, ce n'est pas faire ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire la digue route. Ce n'est pas ça le souci. Le vrai souci, c'est de capter le maximum d'eau dans les saisons de pluie et de faire en sorte que cette eau reste disponible pour le reste de l'année. C'est pour ça que je voulais vous couper tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs solutions. Depuis la digue route, on nous avait dit que c'était même une émanation du Créo, une inspiration divine, mais depuis là, effectivement, elle tarde toujours à arriver. Vous apportez une autre solution. Nous, ce qu'on veut, c'est que concrètement, sur le terrain, que quelque chose soit fait. Mais quoi qu'il en soit, comment vous dire merci, parce que votre cours, je vous l'ai dit, effectivement, votre exposé était assez important et il fallait bien qu'on puisse l'avoir. Vous permettez quand même qu'on avance, sauf si quelqu'un voulait encore dire quelque chose dans 10 secondes, vraiment, allez, Gustave. Non, je pense que nous, on attend des solutions et des solutions qui doivent être durables. On ne peut pas... Et surtout que le docteur dit quelque chose d'important tout à l'heure. Le Cameroun ne peut pas se protéger seul. Il faut prendre en compte, effectivement, nos voisins. La commission de Tchad existe pour faire quoi? Le cadre institutionnel existe. Autre chose, les besoins sécuritaires de lutte contre Boko Haram en principe, ont dû renforcer les rapports entre les 5 pays qui sont là. Donc, quand il y a une crise comme celle-là qui survient et qui concerne les 5 pays, 4 à 5 pays, je fais partie de ceux qui considèrent que je suis optimiste en me disant nos États, nos gouvernants savent qu'ils doivent sortir un peu de ce nationalisme ombrageux sur des questions qui ne sont pas si importantes que ça. Mais quand la vie humaine est menacée, elle devient la priorité. Le Cameroun doit pouvoir... On a perdu pour l'instant
moins de personnes que nos voisins. Ça veut dire que on peut, sur cette base-là, même se lever et aller vers les autres et leur dire nous sommes en capacité de porter la réflexion et même l'action, mais que ce soit une action commune. Et nous pouvons le faire. Il ne faut pas simplement attendre que, comme le Niger est le plus grand, ils peuvent avoir des problèmes plus importants à Lagos qu'au nord-est, parce que c'est la région nord-est de leur pays. Donc, nous, on a un rôle, une responsabilité à assumer et à assurer dans cette situation, parce que de notre côté, chez nous, nous avons des anglophones et des francophones. De l'autre côté, il y a des anglophones. Au Nigeria, il y a essentiellement les francophones et les arabophones. Au Tchad, en Centrafrique, il y a Donc, on a un rôle central dans cette situation. Et ça peut nous permettre de conforter je ne dis pas notre leadership, mais notre position centrale au cœur de l'Afrique. Exactement. Et surtout qu'il faut voir, il le dit à haute voix aussi, qu'avec l'idée du lac de Maga, ça a été quand même une idée qui a préservé beaucoup de vies au niveau du Cameroun. Et ce qu'on peut aussi retenir, c'est... Oui, Apollinaire. Que le coup de Dr Ifoé est bien. Non, il dit son coup qu'il vient de faire là. Je pense que c'est écouté par ses amis. Non, je vais couper, peut-être que j'enverrai. Ils n'ont pas envoyé. Toi, tu crois qu'ils... Bon, seulement nous devons être vigilants et les pousser à faire ce qu'ils disent là. Heureusement qu'on ne l'a pas coupé. Non. Allez, avançons tout de même, parce que là, quand même, c'est une solution qui est appropriée. Même comme je répète encore, qu'on nous avait annoncé cette fameuse idée de la digue route à l'époque, là, comme étant... Tu veux qu'on fasse comment? Mais nous sommes là pour rappeler qu'on nous avait déjà annoncé ça. La digue route peut être dépassée et la solution qu'il vient de dire là peut être... On peut les ménager. Si vous permettez, Jean-Marie, la digue route, c'était en 2012. C'est le président qui fait cette annonce à Guy Vidic. Le contexte n'est pas le même. Les risques tels qu'ils se présentent aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut avoir la souplesse d'esprit de réfléchir ici et maintenant à la meilleure solution. Rien n'est gravé dans le map tant qu'on n'a pas commencé. On avait fait mentir le chef de l'État. Non, on n'a pas fait mentir. Je dis la solution était adaptée au moment. La solution était adaptée à ce moment-là. On est en 2012. Mais on ne l'a pas mise en œuvre. Elle était adoptée, on ne l'a pas mise en œuvre. Malheureusement. Donc aujourd'hui, on se projette à 40-50 ans avec l'amplification des phénomènes météorologiques extrêmes, comme je l'ai dit. Donc vous ne pouvez pas prendre une solution qui était envisagée alors qu'on n'avait pas la situation actuelle et dit il va falloir l'appliquer. Non. Docteur Dufouy, gouverner c'est prévoir. Nous l'avons toujours appris. Pourquoi est-ce que le régime ne peut pas penser à prévoir justement? Mais ils ont déjà prévu. Écoutez, laissez-moi terminer. On a construit le lac de Maga en 1979. À partir de 78. À partir de 78. Et il y a de cela 12 ans, le chef de l'État a promis faire la digue route pour accompagner le lac de Maga. 12 ans après, on n'a pas de digue route. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, 12 ans après, nous n'avons pas véritablement cette digue route. Patrick dit, oublions ça. Oublions ça. Il faut regarder la solution d'agrandir le lac de Maga avec d'autres. C'est depuis 1987 qu'on parle de changement climatique. Alors, on va faire comme c'est une nouveauté. Mais Maître Massy, je suis désolé. Effectivement, on parle de changement climatique depuis 1987, mais les États ne bougent pas. Il me semble qu'en 1995, Jacques Chirac, dans un discours qui est resté célèbre, disait « La planète, notre maison brûle, mais nous ne faisons rien ». Mais est-ce qu'on a plus avancé aujourd'hui? Merci. Les plus grands pollueurs sont ceux qui freinent des 4 fers lorsqu'il faut prendre des mesures. Merci. Ça, c'est un autre débat. Je vous inviterai sûrement, docteur Patrick Ifoé. Rentrons-nous du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun pour les 15 minutes qui nous restent. Peut-être que je donne d'abord la parole à Maître Georgie Massy pour comprendre effectivement ce fameux lockdown qui s'achevait ce 17 septembre. Comment un groupuscule, Maître Georgie Massy, peut prendre en otage toute une école en faisant effectivement, en lançant un mot d'ordre de lockdown qui bizarrement a été respecté par une partie de la population dans ces 2 régions, Maître Georgie Massy. Bien, Jean-Marie, je ne vous apprends rien. Vous savez que je suis impliqué dans l'affaire Ayafor Florence, la gendarme qui a été éventrée
comme nous le connaissons, l'affaire du procès Garbu, des militaires. Voilà, effectivement. C'est dans ce dossier que j'ai compris un peu réellement la situation du Nozo. Les gens en parlent beaucoup plus comme si c'était une histoire qui était aérienne, un problème qui se passe hors Cameroun. Or, c'est dans le Cameroun. Existe au Nozo, au moment où je vous parle, une véritable entreprise criminelle. Je dis bien une entreprise criminelle qui tire ses revenus du crime organisé. Et ce n'est pas la mafia qu'on connaît aux États-Unis, c'est du crime barbare, animal et sauvage. Alors, quand je l'ai dit, quand je prends le décor ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à voir la paix s'installer au Nozo. Ils sont de deux côtés. Et on les trouve partout. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là, parce que les procès, je pense, sont encore en cours. Et ces gens-là, donc, tirent des revenus suffisants. Et ils n'ont pas intérêt à ce que cette zone, que j'appelle no man's land juridique, retrouve sa paix dans le temps. Tout à l'heure, vous parliez de ces gens qui ont pris en otage l'ordre donné autre. Les populations ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire parce qu'elles n'ont pas des outils, la logistique pour se défendre. C'est des populations, c'est des civils. Ce ne pas des criminels comme ces autres-là. Et ayant causé avec des militaires et des hauts gradés, je ne fais pas un conflit que tout le monde connaît, ils ont des instructions qui ne leur permettent pas d'aller jusqu'au bout de la répression. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. On a eu des cas dans le procès Garbu, j'ai causé avec des militaires qui me disaient qu'il était difficile pour eux d'arriver au niveau des points des Amazoniens, ou du moins des criminels amazoniens. Parce qu'ils arrivaient là-bas, on leur disait arrêtez. Arrêtez. Au commandement, je dis haut et fort. Pourquoi on dit arrêter? Allez savoir pourquoi. Je pense que si on voulait véritablement résoudre cette question des criminels amazoniens, l'État qui a le monopole de la puissance légitime et légale l'aurait fait. Ces criminels profitent de cette situation. Je pense que pour ceux qui vont à Bonabili régulièrement, vont comprendre ce qu'on appelle les déplacés internes. Ils sont énormes de ce côté. Et moi, dans le cadre de l'association, je connais beaucoup ces enfants-là qui me racontent des atrocités qu'ils vivent sur place. Quand des gens kidnappent, éventrent, égorgent, décapitent des familles, posent des rançons astronomiques, je vous dis qu'il y a des gens qui peuvent pas enterrer leur famille au nord-ouest actuellement. Au moins, je vous parle. Un décès dans la tête de Yaoundé Douala. Parce qu'il y a une entreprise criminelle qui a fait son lit de ce côté-là. Et je pense que l'État doit sévir très fort. Bon, maintenant, est-ce que l'État lui a intérêt à sévir de ce côté? That's the question. Merci. Vraiment, heureusement que vous n'avez pas répondu à la question. Apollinaire Gasson, en tant que syndicaliste et parent, on voit quand même que l'école est en otage au milieu de tous ces belligérants, toutes ces personnes qui sont en train de mener une guerre dont on ne comprend même plus l'issue. En 2019, le syndicat des libraires a offert un don de livres et de cahiers aux déplacés internes de Mélan et de Loum. Donc vous comprenez que c'est une situation qui embarrasse tout le monde et personne ne peut être fier de vivre ce genre de choses où d'un côté les enfants vont paisiblement à l'école et de l'autre côté les enfants ne peuvent pas s'instruire parce qu'à tout moment on peut les kidnapper, à tout moment on peut les tuer, et comme ce qui s'est passé à Kumba. Donc ça fait peur, ça fait mal, moi en tant que parent, de vivre ce genre de situation. Donc je tourne vers le gouvernement pour lui demander de trouver une solution définitive à cette guerre qui n'a pas de sens et qui dure depuis aujourd'hui 6 ans. Et c'est trop de pertes en vie humaine, c'est trop de pertes en biens et services. Donc vraiment que le gouvernement frappe du poing. Le gouvernement, quand on est capable d'arrêter. Le maître a dit une chose très pertinente. Quand les gars veulent avancer, on leur dit arrêtez. Ça veut dire que les gens, d'un côté comme de l'autre, essaient de profiter de cette guerre-là pour faire davantage sombrer le Cameroun et pour pousser les Camerounais, c'est-à-dire pousser le gouvernement à nous assister sur le plan fiscal. Parce que quand on dit qu'il y a l'argent, il faut payer. Parce que l'argent va servir pour faire quoi? Pour alimenter une guerre qui n'a pas de sens.
Alex Gustave Azebazé, on a quand même vu dans des pays où il y avait la guerre, mais au moins l'école était préservée. C'est quoi le problème au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Pourquoi on n'arrive pas à préserver cette éducation-là? Et comment faire même pour sauver l'école dans ces deux régions? Je ne suis pas autant affirmatif que toi que l'école soit systématiquement préservée. Pas systématiquement, mais on préserve souvent quand même. Dans les il y a une certaine éducation. Dans les zones de guerre non conventionnelles. Parce que ce qui se passe dans nos régions anglophones, dans nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en tout cas dans les localités où il y a des forces belligérantes, comme tu les as appelées tout à l'heure, qui n'ont pas d'identité. Et donc, ça devient compliqué même de faire des couloirs, comment on dit, des couloirs de non-agression. Or, les populations sont aujourd'hui, on voit les enfants parce que c'est la rentrée, mais les populations sont des éléments de chantage de part et d'autre. C'est-à-dire que ceux qui ça donne à l'économie de guerre comme de l'économie criminelle. Mais ils utilisent la pression sur l'école, sur les enfants. Donc la pression, elle est sécuritaire. Aucun parent sérieux, en tout cas qui sait ce que ça lui a coûté d'avoir des enfants, ne peut envoyer ses enfants quand il sait que leur sécurité n'est pas assurée pour aller à l'école. J'entends les gens dire, tu as dit tout à l'heure, comment on fait pour contourner ça? Il n'y a pas de solution de contournement tant que le phénomène des bandes armées incontrôlables continue à exister. Et donc, pour que le phénomène de bandes armées incontrôlables continue à exister, moi je vais réitérer une position que nous, au REDAC, on a adoptée. Nous souhaitons que l'État du Cameroun, malgré son monopole de la violence légitime, puisse trouver une forme. Nous, Camerounais, on est prêts à le soutenir pour discuter discuter avec les gens qui font pression sur les populations civiles pour les empêcher de... Moi, j'entends souvent des autorités administratives dire aux chefs traditionnels, moi je suis une autorité traditionnelle chez nous, si j'étais dans le Nord-Ouest, vous pensez que j'aurais la force de dire aux bandes criminelles et de déposer... Quand je l'ai dit, ils ne déposent pas, je leur fais quoi? Je leur fais quoi? Au contraire, je cherche à préserver ma propre sécurité. Il y a des chefs traditionnels qui vivent ici à Douala, du Nord-Ouest. Ils vivent ici à Douala, à Yaoundé, d'autres à l'étranger. Donc nous sommes embêtés en voyant comment nos collègues notables, les chefs traditionnels, ne peuvent pas vivre et assurer comment la cohésion culturelle, coutumière et culturelle des communautés dont nos devanciers, nos parents leur ont confié la mission d'assurer l'encadrement. Et c'est une situation qu'on ne peut pas résoudre en disant simplement, en la contournant. Il va falloir que le pouvoir politique, notre gouvernement, trouve une forme sans que cela donne l'impression qu'il est faibli. Mais pour l'intérêt du Cameroun, il y a des actes gouvernementaux proposés. Exactement. Qui discutent donc avec ceux-là. Vraiment, en une minute, Dr Patrick Rifoué, vous avez les solutions miracles. Comment on fait pour préserver l'école de ce soir? Vous avez les solutions miracles. Comment on fait pour préserver l'école dans ces deux régions en une minute précisément? Écoutez, il faut faire attention aux postures. C'est-à-dire, chaque début d'année, les ambazoniens proclament un lockdown à la rentrée qui va faire 2 semaines. Ensuite, ils vont se replier pour laisser l'école se poursuivre. Mais ça se fait surtout dans les régions parce qu'il y a quand même des villes dans lesquelles ils sont bien implantés. Mais moi, je vais régulièrement au sud-ouest notamment. Il y a un certain nombre de villes dans lesquelles même le lockdown du lundi n'existe pas. Pas du tout. Et où les gens vont à l'école depuis la rentrée en toute normalité. Mais effectivement, dans les zones où ils conservent une certaine influence, on a cette situation récurrente. On va avoir cette même situation-là en octobre, parce qu'ils vont encore proclamer un lockdown. 1er octobre. Voilà, autour du 1er octobre, ils vont encore proclamer un lockdown. Moi, je pense que le gouvernement a pris les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire renforcer la sécurité, notamment la sécurité autour des établissements scolaires, parce qu'il ne faudrait pas que
les enfants qui vont à l'école trouvent malheur en chemin simplement parce qu'ils allaient apprendre. Maintenant, je pense que tous ceux qui sont autour de cette table et même nos partenaires devraient soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il a et qui consistent notamment à faire en sorte que ceux qui, à l'étranger, financent et soutiennent ces situations finissent par répondre devant les tribunaux camerounais des crimes odieux qu'ils commettent au nord-ouest et au sud-ouest depuis 2017. Merci à vous, Dr Patrick Foué. Merci à Maître Jordi Massy. Merci à Alex Gustave Zébazé. Merci à Apollinaire Ngassa. Oui, en 10 secondes. Oui, je dis bonsoir aux populations de Fondjomoko et de Bachimou qui nous écoutent parce que je viens de recevoir les emails, les messages là qui sont de ce côté du Cameroun. Merci à vous, les chères populations, et merci aussi à vous, chers spectateurs, sur Dash TV. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Face à vous. Au revoir.